Donc aujourd'hui, nous allons nous promener sur le Champ de Mars, cette promenade historique dans la Rome antique se consacre donc au Champ de Mars cette fois-ci. Et peut-être faut-il rappeler les étapes précédentes. Nous avions visité le Palatin, le Capitole, les forums, et donc le Champ de Mars aujourd'hui, qui donc marque notre progression dans la ville. Alors, j'ai donné comme titre à cet exposé Le Champ de Mars, donc d'un terrain vague au plus beau des quartiers. Bon, c'est un titre qui est un petit peu général. Je chercherai surtout à montrer la métamorphose du quartier au fil du temps dans l'Antiquité, en faisant éventuellement quelques prolongements pour les périodes ultérieures. Parce que le Champ de Mars, c'est une zone qui, pendant de nombreux siècles de l'Antiquité, était enfin, on n'y construisait rien de véritablement important. C'était une zone non pas délaissée, on va voir, mais dont l'affectation n'était pas l'urbanisation. Et puis les choses ont changé, surtout à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, et le Champ de Mars s'est couvert peu à peu de monuments spectaculaires et somptueux que nous allons visiter, puisque, comme j'aurai l'occasion de l'expliquer, ces monuments n'ont pas complètement disparu, et il est possible en tout cas d'en trouver des traces parfois importantes. Alors, je vais commencer par par planter le décor, par présenter le paysage. Le Champ de Mars, c'est une zone inondable. C'est une section de la rive gauche du Tibre, au nord des 7 collines, une zone qui est donc limitée par le cours du Tibre, que l'on a à l'ouest, qui est limitée à l'est et au sud par les collines, le Quirinal surtout, et puis le Capitole. Et donc, il faut se figurer un espace irrégulier qui a un petit peu moins de 2 km d'est en ouest et un petit peu plus de 2 km du sud au nord. Un espace inondable, mais aussi un espace marécageux. Marécageux parce que non seulement il y a les eaux du Tibre qui parfois débordent du lit mineur du fleuve, mais il y a aussi ces petits ruisseaux qui coulent depuis les collines et dont les eaux s'accumulent parfois donc dans cet espace inondable, euh, souvent, enfin, du moins dont on peut considérer qu'il a longtemps été délaissé. Euh, Cet espace est inondable parce que il reçoit les eaux du Tibre lors des crues. Cette réalité naturelle, c'est une préoccupation de l'Antiquité. On pourrait penser que nous sommes les premiers à avoir des préoccupations environnementales et que les notions de risque, d'aléa, de vulnérabilité sont des notions modernes. Alors, les mots sont peut-être utilisés de façon récente, bien sûr, mais les réalités ne le sont pas. Et dans l'Antiquité, on est fort conscient des risques d'inondation, des risques de crues. Même si on ne définit pas exactement les choses de la même façon que nous le faisons, néanmoins, on en est tout à fait conscient. Nous disons, au fond, il y a un facteur naturel qu'on pourrait appeler l'aléa, c'est le fleuve, qui est un fleuve origine méditerranéen, qui est sujet à des crues brutales, spectaculaires. C'est le relief aussi qui peut faire barrage parfois, comme on le voit à Rome parfois. C'est aussi la zone sismique. On est en Italie centrale, donc il y a fréquemment des tremblements de terre. Tout ça, c'est l'aléa. Et puis, il y a la vulnérabilité, qui est une variable humaine, on pourrait dire. La vulnérabilité, c'est le fait que là, précisément, s'est installée une ville. Et au fil du temps, cette ville a pris de l'importance. Et au tournant de notre ère, c'est une ville d'1 million d'habitants, peut-être même plus d'1 million d'habitants, qui est donc exposée à l'aléa dont je viens de parler. Et donc tout cela nous donne des inondations. Le risque dans les villes antiques, et pas seulement dans les villes antiques, mais le risque dans les villes antiques, c'est surtout l'incendie, bien sûr, mais ça peut être aussi à Rome la crue du fleuve. Et donc il y a des travaux qui ont été réalisés par les historiens qui ont exploité les sources écrites et aussi qui ont examiné les vestiges archéologiques qui ont laissé des traces, enfin je veux dire les crues ont laissé des traces sur le plan archéologique parfois,
Et tout cela donc a permis aux spécialistes d'estimer qu'il y a dans l'Antiquité 5 à 6 crues majeures par siècle. Et certaines d'entre elles sont connues pour avoir inondé. Alors on voit par exemple que la crue de 189 avant Jésus-Christ a inondé la totalité du champ de Mars, mais d'autres crues ont inondé tout cet espace qui est ici, au pied du Palatin, au pied du Cælius, au pied de l'Aventin, donc à plusieurs reprises. Voilà des inondations attestées, documentées, et d'autres qui naturellement ne sont pas particulièrement attestées. Les contemporains ont été parfois sensibles au caractère dévastateur de la crue. Et les descriptions qui en sont faites ne sont pas toujours d'une très grande précision, mais et donc même pour ce qui nous concerne, il y a un certain flou, si l'on peut dire, dans l'appréciation qu'on peut porter sur les crues. On connaît mal la topographie précise du champ de Mars dans l'Antiquité, et donc c'est assez difficile. On est quand même dans des altitudes qui sont extrêmement faibles. Hein. On pense que l'altitude du champ de Mars par rapport au niveau du Tibre, c'est 3 mètres, 3 à 8 mètres au maximum dans l'Antiquité, un peu plus aujourd'hui. Et donc, évidemment, il y a une fragilité tout à fait claire. Donc, risque, caractère impressionnant de la crue, et quelle est la réaction des contemporains, des anciens? Il y a d'abord une sorte de fatalisme. Au fond, on ne peut rien faire, c'est une donnée naturelle, donc c'est la volonté des dieux, au fond, qui se manifeste. Et puis, il y a une deuxième réaction qui est celle, par exemple, des censeurs. Les censeurs, ce sont ces magistrats qui répartissent les citoyens en catégories, qui délimitent le territoire de la ville, qui éventuellement modifient la délimitation de la ville. Et les censeurs, à l'époque républicaine, à plusieurs reprises, ont développé, d'après ce que l'on comprend, ont développé une compréhension de ce que l'on pourrait appeler une zone inondable. C'est-à-dire qu'on ne peut peut-être pas empêcher la crue, mais ce que l'on peut empêcher, c'est que l'on ne bâtisse excessivement dans une zone inondable. Et donc, on a plusieurs décisions de censeurs à l'époque républicaine qui empêche la construction sur telle ou telle zone. C'est ce qui explique que globalement, le champ de Mars soit resté à l'abri de l'urbanisation pendant très longtemps. Une autre réaction que l'on voit, par exemple à l'époque d'Auguste, ça consiste à réglementer, si l'on peut dire, le mode de construction des bâtiments. L'idée étant qu'un bâtiment de grande hauteur est vulnérable par sa hauteur, mais il est particulièrement vulnérable si ses fondations sont sapées par une inondation. Donc, une règle était dictée à l'époque d'Auguste, tendant à limiter la hauteur des bâtiments à 70 pieds. 70 pieds, ça fait à peu près 20 mètres. Vous voyez, plusieurs décisions. Il y a une politique, en quelque sorte, de gestion du risque naturel, avec évidemment des résultats relativement limités. C'est ce qui explique que la vie à Rome, dans l'Antiquité, soit scandée par les crues périodiques du Tibre. Et bien sûr, le phénomène continue après l'Antiquité. On voit souvent à Rome des inscriptions qui nous rappellent, qui nous ont conservé le souvenir de crues anciennes. Celle-ci, par exemple, nous indique que le niveau de l'inondation a atteint ce repère en 1495, donc à la fin du Moyen-Âge. Donc l'inscription figure sur un mur de la paroisse San Staccio à Rome. On se situe exactement entre la place Navone et le Panthéon, en plein milieu du champ de Mars. Ça. Et l'explication fondamentale à tout cela, bien sûr, c'est que le fleuve n'est pas contrôlé, le cours du fleuve n'est pas contrôlé, et donc on ne construit pas les berges, on ne protège pas les berges avant l'extrême fin du 19e siècle. Les photographies que vous voyez là, qui sont prises au milieu du 19e siècle, montrent que les rives du Tibre sont dans un état, disons, quasiment naturel. Ici, on est en période de basse eaux. Alors, est-ce que les choses changent à l'époque contemporaine? Et qu'est-ce que c'est que l'époque contemporaine à Rome? L'époque contemporaine à Rome, ça commence exactement le 20 septembre 1870. Ce jour-là, les troupes de l'État italien entrent dans la ville de Rome par la Porta Pia, et c'est donc l'intégration de Rome dans le royaume d'Italie,
Le royaume d'Italie a été fondé, a été proclamé en 1861, mais pendant les 10 premières années, Rome n'est pas à l'intérieur du royaume d'Italie. Rome est intégrée dans le royaume d'Italie en 1870 et elle est assez rapidement proclamée capitale du royaume d'Italie. Alors pour marquer l'événement, eh bien, le Tibre a à cœur de faire parler de lui, et dès le début du mois de décembre 1870, eh bien, on assiste à l'une des crues les plus spectaculaires que l'on ait jamais vues à Rome depuis l'Antiquité, pour autant qu'on le sache. Et comme vous voyez, c'est presque toute la ville, enfin toute cette partie, disons, du Champ de Mars, aussi bien dans la partie ouest que dans la partie centrale que dans la partie nord, mais même le pied du Janicule, et même toute cette zone qu'on appelle aujourd'hui le quartier de Prati, et même, vous voyez ici, par exemple, les premières approches de la place Saint-Pierre, hein, et donc il y a une inondation majeure dans la ville. Et naturellement, il va falloir peut-être régler cela. L'intégration de Rome dans le royaume d'Italie pose le problème des crues du Tibre, problème qui est envisagé depuis des siècles et qui n'a jamais été véritablement réglé. Il va falloir que les autorités, à la fois les autorités de l'État italien et les autorités pontificales, collaborent un minimum pour régler la question. C'est difficile, évidemment. Et alors, le Tibre se charge de rappeler périodiquement l'actualité du problème, notamment en 1890, où il y a une nouvelle crue moins importante, mais quand même spectaculaire malgré tout, et qui a été photographiée. Donc, la proclamation de Rome capitale de l'Italie pose le problème du Tibre. Et tout cela a été expliqué dans une exposition qui s'est tenue à Rome l'année dernière au Palazzo Braschi. Le Palazzo Braschi, c'est le musée de l'histoire de Rome, non pas la Rome antique, mais la Rome de l'époque moderne et contemporaine. Donc, on a marqué l'anniversaire de la proclamation de Rome capitale par cette exposition où l'on cherchait à faire comprendre ce que signifie exactement que la création d'une capitale. Il était donc question de tractation, évidemment, avec les différentes autorités, mais il était question aussi de tracer des rues, de réseau d'égouts et de régularisation du cours du Tibre. On a donc pris la résolution de bâtir les rives du Tibre, de construire ce que l'on appelle à Rome lungo-tevere, c'est donc ces berges organisées qui bordent le Tibre et qui forcent le Tibre à rester dans son lit mineur. Depuis la construction de ces berges du Tibre, donc depuis la fin du 19e siècle, les premières années du 20e siècle, il y a toujours des crues, évidemment. Le fleuve connaît des crues périodiquement, mais ces crues ne se transforment plus, enfin en général, ne se transforment plus en inondation de la ville. Et cela vaudra d'ailleurs au Tibre cette remarque perfide de Julien Gras, qui a visité plusieurs fois la ville et qui a dit à un moment le Tibre, fort indigne du nom de fleuve, n'est même plus une rivière. Il voulait dire par là que si la rivière ne déborde pas, alors elle n'est plus rien au fond. Alors donc voilà, ce paysage de la zone inondable, délaissée, et livrée aux inondations périodiques du Tibre. Cette zone est devenue le champ de Mars, le domaine de Mars. Alors, la tradition rapporte que toute cette zone était avant la naissance de la Rome républicaine, donc avant 509 avant Jésus-Christ, à l'époque royale, toute cette zone appartenait au roi. Tout cet espace, qui sera plus tard le champ de Mars, c'est le domaine des Tarquins. Et Tite-Live rapporte cette tradition, ce récit des origines, si l'on peut dire, en nous racontant une anecdote sur ce que devient la dernière récolte en 509 avant Jésus-Christ. Et donc il nous dit ceci: quant aux biens du roi, dont la restitution avait d'abord été décrétée, la chose fut remise en délibération dans le Sénat, qui, cédant à son ressentiment, refusa de les rendre, et refusa même de les réunir au domaine public. On en abandonna le pillage au peuple, afin qu'ayant une fois porté la main sur les dépouilles royales, il perdit pour toujours l'espoir de faire la paix avec les rois. On trouve là cette idée très caractéristique de l'esprit de la Rome républicaine. Les Romains haïssent la royauté, la République s'est construite contre les rois étrusques. Les champs des Tarquins, situés entre la ville et le Tibre, furent consacrés au dieu Mars, et ce fut depuis le champ de Mars. Il s'y trouvait alors du blé prêt à être moissonné, et comme on se faisait un scrupule religieux de consommer la récolte de ce champ,
on envoya une grande quantité de citoyens qui coupèrent les épis avec la paille et, les ayant déposés dans des corbeilles, les jetèrent tout à la fois dans le Tibre, dont les eaux étaient basses, comme elles le sont toujours, dans les grandes chaleurs. On prétend que ce blé s'arrêta par monceaux sur les bas-fonds du fleuve, en se couvrant de limon, et que peu à peu, tout ce que le Tibre emportait dans son cours, s'étant accumulé sur ce point, il s'y forma enfin une île. J'imagine que dans la suite, on y rapporta des terres et que la main des hommes contribua à rendre ce terrain assez élevé et assez solide pour porter des temples et des portiques. Voilà donc ce récit, cette anecdote racontée par Tite-Live, qui est un récit mythique. La fonction du mythe, c'est de, spécialiste parle de fonction étiologique du mythe, c'est de donner une explication à ce que l'on voit, raconter la cause des choses. Pourquoi y a-t-il le champ de Mars? Pourquoi le champ de Mars a-t-il été consacré au dieu Mars? Pourquoi n'a-t-il pas été urbanisé? Eh bien, tout cela se rapporte, se réfère aux circonstances de l'abolition de la monarchie, de la proclamation de la République en 509. Bon. La fonction du mythe est de raconter la cause des choses. L'historien peut n'être pas tenu, évidemment, par ce récit mythique. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'en effet, toute cette zone est consacrée au dieu Mars. Et le dieu Mars, c'est le dieu de la guerre. Le dieu Mars, c'est un personnage très important dans la religion romaine et dans la religion archaïque romaine en particulier. Il fait partie de la triade primitive, de la triade archaïque, Jupiter, Mars, Quirinus. C'est le dieu de la guerre, c'est plus précisément le dieu du combat. Ce qui se passe avant le combat ne concerne pas le dieu Mars. Le dieu Mars n'intervient, disons, qu'au moment où la guerre est déclarée, c'est-à-dire au moment où le prêtre Fécial a jeté sur le territoire de l'ennemi une lance en bois de cornouiller. C'est ça la déclaration de guerre. À l'époque, on déclare les guerres, hein, on n'envahit pas le pays voisin comme ça sans prévenir, comme ça a pu se faire par la suite. Si l'on ne déclare pas la guerre, alors on met en cause l'ordre voulu par les dieux, et bien sûr, ne pas déclarer la guerre et la faire néanmoins, c'est un acte complètement sacrilège. Donc Mars n'intervient qu'à partir du moment où la guerre a été déclarée dans les formes, et il cesse d'intervenir à partir du moment où on sort de l'état de guerre pour faire la paix. La paix, c'est le domaine de Minerve, c'est le domaine de Jupiter, ce n'est pas le domaine de Mars. Mars est le dieu du combat. Et donc, tout ce qui se réfère au combat, tout ce qui se réfère à la guerre, est mis sous le patronage de Mars. Tout s'organise sous le patronage de Mars. S'il faut s'entraîner au combat, eh bien, ce sera sous le patronage de Mars. S'il faut défiler en armes, ce sera sous le patronage de Mars. Et donc, il faut pour cela un lieu pour s'entraîner au combat, par exemple. Et ce lieu, ça ne peut pas être à l'intérieur de la ville. Depuis les origines, avant même la royauté, depuis les origines, il y a un interdit absolument essentiel, absolument fondamental. On ne pénètre pas en armes dans le territoire de la ville qui a été délimité par Romulus dans les premiers temps. Ce territoire a été accru peu à peu par les censeurs, justement, qui ont augmenté la superficie de la ville, qui ont déplacé la limite. Mais c'est une limite qu'on ne franchit pas en armes, sauf exception. L'exception, c'est le général triomphateur et ses soldats, bien sûr, mais en dehors de cette exception, on ne franchit pas la limite de la ville en armes. Donc, si on doit s'entraîner au métier des armes, ça se fait en dehors de la ville, c'est-à-dire dans la plaine inondable consacrée au dieu Mars. Le dieu Mars, c'est un dieu qui a une physionomie quand même plus subtile, tout cela. On peut par exemple considérer ces fresques de Pompéi qui sont présentées au musée de Naples et qui nous montrent un aspect du dieu Mars. Alors cet aspect du dieu Mars, c'est bien sûr le dieu avec sa panoplie, avec ses armes, avec tout l'attirail guerrier bien sûr, mais il y a un lien entre Mars et Vénus, il y a un lien entre Mars et l'amour, et on voit ici Mars et Vénus donc se livrant à diverses activités. La figure de Mars est une figure plus nuancée que ce que pourrait permettre de signifier la simple formule Mars est le dieu de la guerre. C'est plus que cela. Et puis, on peut même compliquer encore la physionomie de Mars en insistant sur un trait qui est souvent oublié et qui est illustré par cette monnaie de l'empereur Émilien. Alors, l'empereur Émilien, ce n'est pas le plus connu des empereurs romains. Il règne, comme vous voyez, quelques semaines en 253. C'est l'un des empereurs de l'époque de l'anarchie militaire, c'est-à-dire une époque de 50 ans entre la mort d'Alexandre Sévère et l'avènement de Dioclétien. En 50 ans, il y a 25 empereurs.
la plupart mourant sur le champ de bataille, c'est ce qui est le cas d'Émilien. Émilien est le prédécesseur de Valérien, capturé par les Parthes. Alors, sur cette monnaie d'Émilien, que voit-on? On voit le dieu Mars avec son bouclier, avec ses armes, toute la panoplie du dieu guerrier est visible ici, et dans la main droite, le dieu Mars porte le rameau d'olivier de la paix. Le rameau d'olivier de la paix donne donc au dieu Mars une particularité que l'on méconnaît souvent. Mars est le dieu de la guerre, mais il est aussi celui par qui la paix peut-être peut arriver. Donc le chant de Mars est consacré au dieu Mars, ce dieu à la figure complexe qui donc est l'un des dieux fondamentaux, l'un des dieux principaux de la religion romaine. Alors, le chant de Mars, c'est donc un espace consacré à Mars. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les choses s'organisent autour de Mars. Par exemple, le calendrier. Le calendrier romain distingue très nettement une saison de la guerre et une saison qui n'est pas la saison de la guerre. Donc, il y a un moment où on entre dans la saison de la guerre et un moment où on sort de la saison de la guerre. Ces deux moments sont mis sous le patronage de Mars. La saison de la guerre commence au mois où la végétation repart, au moment où les jours s'allongent, au moment où le beau temps revient, si on peut dire. Et donc ce mois, c'est le début de l'année guerrière. Ce mois, pendant très longtemps, c'est le début de l'année, simplement. Et ce mois est consacré à Mars. D'ailleurs, il prend le nom du dieu. C'est le mois de Mars. Et il y a les festivités qui marquent l'entrée dans la saison de la guerre. Ces festivités sont essentiellement les chants et les danses des prêtres saliens, de cette catégorie, de cette corporation, si on peut dire, de prêtres, qui conserve, vous savez, le bouclier sacré offert par Jupiter. Et donc, ce bouclier sacré, cette ancile, avec 11 copies, de manière à ce qu'on ne puisse pas distinguer exactement quel est le bouclier donné par Jupiter, ces boucliers sont promenés solennellement dans la ville et à grand renfort de chants et de danse, cela marque l'entrée dans la saison de la guerre, en mars, au mois de mars. Et puis, la saison de la guerre se termine en octobre, avec des festivités aussi pour ce mois d'octobre, des festivités qui sont de nouveau les Saliens qui sortent avec les boucliers et qui se promènent et qui chantent et qui dansent avec les boucliers. Et il y a d'autre part une fête caractéristique, c'est la fête du cheval d'octobre, qui se tient donc au mois d'octobre évidemment, et qui marque la fin de la saison de la guerre. La fête du cheval d'octobre, c'est une course de chars. Une course de chars tirée par deux chevaux, ce qu'on appelle une bige. Donc vous avez là une bige sur une fresque d'Ostie. Donc il y a la course de chars et il y a un char vainqueur. Le char vainqueur, dont le cocher peut être récompensé par une palme, par le coureur. Il y a une course de chars, l'un des chars est vainqueur, et les deux chevaux qui tirent le char vainqueur n'ont pas le même statut. L'un de ces chevaux, le cheval de droite, est considéré comme celui qui est vraiment à l'origine de la victoire. C'est sur lui que repose la responsabilité de la victoire, c'est sur lui que repose l'essentiel de l'effort, en fait, pour mener le char à la victoire. Donc, ce cheval vainqueur, si on peut dire, est consacré au dieu Mars en octobre. C'est-à-dire qu'il est sacrifié au dieu Mars, on l'égorge, on lui coupe la queue, et la queue va être apportée jusque sur le forum, sur l'autel de Vesta. On va faire couler le sang qui dégoûte de la queue sur l'autel de Vesta. Et d'autre part, pour ce cheval d'octobre, on lui coupe la tête, et la tête va être une sorte de trophée conservé pendant 1 an par l'un des quartiers de la ville de Rome. Il y a une sorte de compétition, si vous voulez, pour l'obtention de la tête du cheval d'octobre. Et le quartier qui est le dépositaire pour l'année de la tête du cheval d'octobre, eh bien, c'est un quartier qui est avantagé, qui est favorisé par les dieux. Enfin, c'est une période favorable pour lui. Donc, grande fête, marquant la clôture de la saison de la guerre, depuis le premier mois de l'année, le mois de mars, jusqu'au 8e mois de l'année, le mois d'octobre. Et les autres mois, évidemment, portent des noms qui se réfèrent simplement à leur numéro d'ordre. Il y a le 6e mois, il y a le 7e mois, il y a le 8e mois, il y a le 9e, 10e mois. Le mois de décembre, par exemple, c'est le 10e mois dans cette année qui commence en mars. Au milieu du 2e siècle avant Jésus-Christ,
le calendrier est modifié et on va déplacer le début de l'année du mois de mars au mois de janvier. Le mois de janvier, c'est l'époque où on élit les magistrats, où on commence à élire les magistrats, et donc l'année commence désormais en janvier. Mais on ne va pas changer la dénomination du mois consacré à Mars, évidemment. Le mois de mars était le premier, il devient le troisième dans le nouveau calendrier, mais il est toujours consacré à Mars. On ne change pas non plus le nom des mois de la fin de l'année. Le mois d'octobre, huitième mois, eh bien, reste le mois d'octobre, il est le dixième maintenant dans le nouveau calendrier, même chose pour novembre, décembre. Les mois qui changent de nom, ce sera les mois d'été, le mois de Quintilis, cinquième mois de l'année va être consacré à Jules César, et le mois de Sextilis, sixième mois de l'année, va être consacré à Auguste. Donc juillet et août vont acquérir ce terme, cette dénomination au premier siècle. Alors, de grandes fêtes, le calendrier et également des phénomènes, des actions, des étapes importantes dans l'évolution de la ville, ce sera l'organisation du processus électoral. Ce qui se passe sur le Champ de Mars est donc relatif à l'état de la guerre. Lorsque le Sénat, par exemple, doit prendre des décisions en matière d'organisation de l'armée, eh bien, ces décisions sont prises sur le Champ de Mars. La vie politique s'organise sur le forum, mais dans le cas particulier de ce qui se réfère à la guerre, c'est sur le Champ de Mars que l'on agit. Lorsqu'il faut organiser l'armée, les citoyens, mobiliser les citoyens, les ranger dans les différents corps d'armée. Ce sont les censeurs qui font cela périodiquement. C'est ce qu'on appelle le cens, le recensement, si on veut, qui a lieu normalement tous les 5 ans. Eh bien, c'est sur le Champ de Mars que les choses se produisent. Lorsqu'il faut désigner des magistrats, c'est sur le Champ de Mars aussi que les choses s'organiseront. Donc la vie politique a lieu sur le forum, mais le processus électoral a lieu sur le Champ de Mars. L'on rassemble les citoyens sur le Champ de Mars pour les organiser afin de procéder à la mobilisation ou bien afin de procéder à la désignation des magistrats ou à l'adoption de telle ou telle loi. Il y a donc sur le Champ de Mars l'apparition d'une zone que l'on va petit à petit bâtir. Dans un premier temps, une construction légère en bois, et puis dans un deuxième temps, une construction plus imposante en pierre va être organisée. C'est ce qu'on appelle les septa. Les septa, c'est le bâtiment, en quelque sorte, le plus ancien établi sur le Champ de Mars. Ce que l'on voit là, c'est un segment de la maquette d'Italo Gismondi qui est conservé à Lewer, au musée de la civilisation romaine. Et donc, on voit la situation au IVe siècle de notre ère. Les septa ont été organisés en un somptueux bâtiment. Il faut se représenter plutôt les septa à l'époque républicaine comme, si on peut dire, un parc à moutons. D'ailleurs, le mot septa fait penser à cela, fait penser aux moutons que l'on rassemble, vous savez, pour les tondre. C'est ça que véhicule un petit peu le mot septa. Donc, les citoyens sont rassemblés pour être classés, pour être organisés, pour être répartis dans des catégories qui pourront être l'armée, qui pourront être donc le processus électoral. À l'intérieur des septa, il y a ces espèces de couloirs qui sont délimités par des cordages, des couloirs dans lesquels vont être rangés les citoyens en fonction de la classification du jour. Alors, on peut être classé dans des unités que l'on va appeler les curies, que l'on va appeler les centuries, que l'on va appeler les tribus. Alors, les centuries ne se réunissent pas sur le Champ de Mars, c'est l'exception à la règle. Mais les tribus et les curies, oui, se réunissent sur le Champ de Mars. Il s'agit des unités de vote pour la désignation des magistrats. Les citoyens organisés en curie élisent telle catégorie de magistrats, les citoyens organisés en tribu élisent telle autre catégorie de magistrats, et cela nous donne un processus assez complexe. Je ne vais pas entrer trop dans le détail de ce processus parce que c'est extrêmement complexe. Simplement, pour comprendre le processus électoral dans la République romaine, il faut oublier tout ce que l'on sait. Tout ce que l'on sait, nous le savons, si je puis dire, en fonction des réflexions politiques qui sont menées depuis le XVIIIe siècle. C'est-à-dire que pour nous, la distinction, la séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, tout ça, ça nous paraît être
clair. Je ne suis pas sûr que tous les citoyens soient absolument renseignés en matière de pensée politique et de droit constitutionnel. Mais enfin, on voit bien qu'il y a une différence à faire entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Cela nous paraît à peu près clair. De même, nous sommes habitués au suffrage universel, c'est-à-dire que cela nous paraît aller de soi, que la voix d'un électeur a la même valeur que la voix d'un autre électeur. Bon. Cela est peut-être évident pour nous, ce n'est pas du tout le cas dans l'Antiquité. Il faut oublier tout cela. Il n'y a pas d'élection au sens d'élection majeure, générale, organisée un jour précis. C'est un magistrat qui convoque les électeurs pour élire un magistrat. C'est un magistrat qui va convoquer les électeurs pour prendre telle décision, pour voter telle loi. Donc on vote beaucoup dans la République romaine. Songez que l'on élit les magistrats un par un et qu'on les élit pour un an. Donc chaque année, il faut élire tous les magistrats un par un. Ça prend beaucoup de temps, évidemment, et cela est assez complexe, d'autant plus qu'on n'a pas du tout l'idée de ce que l'on peut appeler le vote par tête. C'est-à-dire que l'on vote par unité de vote. Ce sont les citoyens dans leur comice, par tribu par exemple, ou par curie, qui vont voter. Donc on tire au sort un groupe, celui qui est rangé par exemple dans ce couloir, on tire au sort un groupe, c'est lui qui va voter le premier, et puis ensuite on tirera au sort les autres groupes. Et il arrive naturellement que la décision soit prise, alors que toutes les unités de vote n'ont pas voté, bien sûr. Les dernières unités de vote ne votent pas. Nous crierions, nous, à la manipulation du suffrage, nous parlerions d'injustice. Pour les anciens, c'est simplement la manifestation de la volonté des dieux. Donc un processus très complexe, un processus qui nécessite de nombreuses réunions sur le forum, sur le champ de Mars, un processus qui nécessite aussi eh bien, que l'on organise un petit peu tout cela, d'où la nécessité de créer un enclos électoral très, très précocement, d'abord en bois et en cordage, et puis ensuite avec construction un petit peu plus solide. L'un des meilleurs spécialistes de l'histoire institutionnelle de Rome, Claude Nicolet, avait expliqué dans un ouvrage fondamental que cette position du citoyen, réuni fréquemment avec les autres citoyens pour élire les magistrats, pour prendre les décisions, c'était un véritable métier et, disait-il, c'est un métier à temps plein. Alors, le bâtiment des Septa Iulia perd de son importance à l'époque impériale, bien sûr. À l'époque impériale, ce n'est pas qu'on n'élit plus les magistrats. Enfin, les magistrats n'ont plus le même rôle, n'ont plus vraiment la même utilité, et ils perdent beaucoup de leur utilité au fil du temps. Donc, l'enclos électoral cesse d'être utilisé véritablement, et il se transforme en un lieu de réunion. Et à partir du IIe siècle de notre ère, il va être une sorte de marché pour les objets d'art. Il y a offre et demande d'objets d'art sur les Septa Iulia, et donc cela devient un lieu très fréquenté, très couru, très beau, très intéressant, un lieu que l'on va décorer. On va par exemple, dans les portiques qui entourent l'enclos, on va peindre des fresques sur les murs. Par exemple, sur ce portique qui est là, juste à côté du Panthéon, on va peindre une fresque racontant le voyage de Jason et des Argonautes. Donc, il y aura le portique des Argonautes. Et ce portique des Argonautes, à côté du Panthéon, eh bien, existe toujours. On le voit ici, très clairement. Alors, il faut s'imaginer, bien sûr, que les colonnes étaient recouvertes de marbre dans l'Antiquité, que le bâtiment était de grande taille, qu'il était prestigieux. Enfin, comme on voit, il n'a pas totalement disparu. Le propre des monuments du Champ de Mars, c'est que même quand on ne les voit plus, ils n'ont pas totalement disparu, et c'est ce que l'on va chercher à repérer dans notre promenade aujourd'hui. C'est-à-dire que nous allons partir à la recherche des monuments disparus. L'un des charmes de Rome, c'est que donc, les monuments antiques, même quand on ne les voit pas, on peut quand même les voir. Je veux dire, ils existent encore d'une certaine façon. La Rome antique, d'une certaine façon, existe encore sous la forme d'un monde caché aux yeux des promeneurs manquant un peu d'attention, un monde souterrain dans bien des cas, et un monde dans lequel on peut pénétrer pour peu que l'on connaisse l'adresse, pour peu que l'on sache où se situe la porte.
Alors, l'une des adresses de ce monde souterrain, de ce monde disparu, eh bien, c'est la rue des boutiques obscures. La rue des boutiques obscures, c'est une des rues de Rome qui, vous voyez ici donc une vue aérienne, hein, du centre de la ville, c'est une rue donc qui joint la zone où se trouve le grand monument à Victor Emmanuel II. Cet énorme monument en marbre blanc, hein, qui se trouve au centre de Rome, près de la place de Venise que vous avez ici, et au pied de la colline du Capitole, qui est ici, là on reconnaît bien la place du Capitole. Eh bien, la petite place qui est ici s'appelle la place d'Araceli, et la rue des boutiques obscures, je simplifie un petit peu, joint la place d'Araceli à cette autre place qui porte le nom de Largo Argentina. Rue des boutiques obscures, c'est une appellation un peu étrange, évidemment. Pourtant, c'est une rue assez célèbre. Il y avait autrefois, au numéro 4 de la rue des boutiques obscures, le siège du Parti communiste italien. Au temps de la guerre froide, le Parti communiste italien siégeait rue des boutiques obscures. Les lecteurs de Patrick Modiano, qui ont peut-être lu le roman que l'auteur a publié en 1978, sous ce nom d'ailleurs, Rue des boutiques obscures, savent que le héros de ce roman a vécu quelque temps au numéro 2 de la rue des boutiques obscures. Mais nous nous intéressons au numéro 31 de la rue des boutiques obscures. Numéro 31, c'est le siège d'une des sections du musée national romain. Le musée national romain, c'est le musée d'État, le musée archéologique d'État à Rome. Donc, ce musée national romain est organisé en quatre lieux différents, en 4 piliers. Les thermes de Dioclétien, près de la gare Termini, le Palazzo Massimo, près des thermes de Dioclétien, le Palazzo Altemps, près de la place Navone, et donc la crypte Balbi, rue des boutiques obscures. Alors, ce musée, c'est un musée pour happy few, si on peut dire, c'est-à-dire c'est un musée assez austère. Il n'y a pas de grands chefs-d'œuvre, il n'y a pas d'œuvres très connues dans ce musée. La présentation est très dépouillée. Et donc, bien souvent, ce musée est négligé par le visiteur, ou alors quand on le visite, on y passe une demi-heure alors qu'il faudrait y passer toute la journée. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce musée de la crypte Balbi? Eh bien, c'est en fait un îlot urbain, l'îlot donc que l'on voit ici, hein, sous le cercle rouge, là, un îlot urbain qui a été entièrement fouillé par les archéologues, et les archéologues ont pu montrer l'évolution de cet îlot urbain depuis l'époque républicaine jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc, on voit l'évolution de cet îlot urbain pendant 2000 ans. C'est tout à fait fascinant, tout à fait intéressant, tout à fait impressionnant. Et c'est donc là que se trouve ce que l'on pourrait appeler la porte d'entrée dans le monde souterrain de la Rome antique. Rue des boutiques obscures. Les boutiques obscures, c'est le nom que l'on donnait à certaines boutiques qui se trouvaient dans les portiques des monuments anciens. Sous les colonnes, des boutiques étaient ouvertes parfois. Certaines de ces boutiques étaient éclairées par la lumière naturelle, elles ouvraient sur l'extérieur, et d'autres n'ouvraient pas directement sur l'extérieur. Elles étaient donc moins bien éclairées, on les appelait boutiques obscures. Donc la rue des boutiques obscures rappelle le souvenir des boutiques du portique de Minucius, ici, et des boutiques du théâtre de Balbus, là. Et cette rue des boutiques obscures, lorsque l'on l'emprunte et qu'on se dirige vers l'ouest, eh bien, nous amène au Largo Argentina, caractérisé ici par 4 temples. Ce Largo Argentina, par quoi nous avons commencé notre promenade dans la Rome souterraine. Le Largo Argentina est ici, et donc nous allons visiter le premier bâtiment, le premier monument. J'ai choisi de vous présenter 3 monuments importants du forum, enfin du Champ de Mars plutôt. Donc le portique de Pompée, le complexe de Pompée ici. On parlera ensuite du complexe d'Auguste et nous terminerons par le Panthéon. Alors, plaçons-nous sur le Largo Argentina pour aller visiter le complexe de Pompée, le complexe pompéien. Largo Argentina, c'est une place donc, qui se trouve dans le centre de Rome, qui est très fréquentée parce que l'on a ici sur la droite l'une des grandes artères de la ville, Corso Vittorio Emanuele, que l'on a ici une autre rue importante, une autre artère importante qui est parcourue par une ligne de tramway qui mène au Trastevere. Et donc, une place organisée en site archéologique, les 4 temples d'époque républicaine, et la place qui fait que l'on sans cesse on tourne autour de ces temples du Largo Argentina.
Alors, beaucoup de visiteurs s'imaginent que Largo Argentina doit signifier place de l'Argentine, qui a un rapport avec la République argentine. On sait que la moitié des Argentins sont d'origine italienne, hein, vous voyez le pape. Et en fait, non, pas du tout, c'est une erreur. Le nom exact, c'est Largo di Torre Argentina, la place de la tour Argentina. Et il faudrait mieux dire la place de la tour d'Argentinus. Argentinus étant un personnage vivant dans la deuxième moitié du XVe siècle et qui était le maître des cérémonies des papes. Il a été le maître de cérémonie des papes depuis le règne de Sixte IV jusqu'au règne de Jules II. Et maître des cérémonies, il a tenu un registre racontant évidemment les cérémonies qu'il organisait, un registre qui est extrêmement précis, parfois jour par jour, même parfois heure par heure, hein, montrant les cérémonies, donc c'est une source pour l'historien tout à fait irremplaçable. Et cet Argentinus s'appelait en fait Jacob Burckhardt. Il était originaire de la région de Strasbourg, et le nom latin de Strasbourg, c'est Argentoratum. Donc Argentinus, c'est celui qui vient de Strasbourg, le Strasbourgeois. La place de Largo di Torre Argentina, c'est la place de la tour du Strasbourgeois. Alors, ceci posé, imaginons-nous contemplant un immense complexe, un immense bâtiment de forme rectangulaire, dont nous verrions ici simplement la largeur, c'est-à-dire le petit côté du rectangle, qui a quand même une longueur de 150 mètres. 150 mètres pour le petit côté et la longueur, le long côté, donc, qui se développe dans l'axe de la photographie sur 320 mètres. Un immense bâtiment, un immense complexe qui jouxte donc ce qui est aujourd'hui le Largo Argentina. Considérez le théâtre qui est là, qui s'appelle évidemment le Théâtre Argentina, et ce théâtre, on va le retrouver, il est bâti à peu près à l'emplacement d'un des monuments dont je vais parler. Alors, ce complexe de Pompée, cet immense rectangle, le voilà sur un dessin de restitution de Jean-Claude Golvin. Bon, je parlais souvent de Jean-Claude Golvin, je ne vais pas en parler à nouveau. Donc, vous avez ici la place qui est aujourd'hui le Largo Argentina, avec les 4 temples. Et si l'on regarde donc vers l'ouest, on voit se déployer tout ce complexe composé d'un bâtiment, donc situé à peu près là où il y a aujourd'hui le Théâtre Argentina, un grand jardin entouré de colonnades, que l'on va appeler un portique, et puis ici, un théâtre très grand, accompagné d'un temple. Ce théâtre qui a un diamètre de 152 mètres, 450 pieds romains, et qui est doté de gradins, d'un mur de scène, tout ce qui convient évidemment pour définir un théâtre. L'originalité, c'est le temple. Alors, ce théâtre et ce temple ont une particularité, c'est qu'ils ne sont pas construits dans la ville, puisque nous sommes sur le champ de Mars, qu'ils sont construits en dur, en pierre, et décorés de marbre, et qui datent du 1er siècle avant Jésus-Christ. À l'époque, il n'est pas permis de construire dans la ville ou ailleurs des théâtres en dur. Les théâtres que l'on construit doivent être des théâtres en bois, c'est-à-dire que ce sont des constructions éphémères. C'est la seule possibilité de créer des théâtres encore au début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et voilà que Pompée, je vais parler de Pompée dans un instant, Pompée qui réside sur le champ de Mars, Pompée donc prend la décision de faire construire un théâtre en pierre alors qu'il est interdit de le faire. Donc il fait mine de donner au théâtre la forme du podium d'un temple. Les temples romains sont construits sur un podium assez haut, plus de 2 mètres de haut. Là, on est à bien plus de 2 mètres de haut. Et donc, les gradins du théâtre eh bien, seront censés être les marches menant au temple. Évidemment, c'est une fiction, personne n'est dupe, mais ça permet de contourner l'interdiction légale de bâtir un théâtre en dur. Ce n'est pas exactement un théâtre, puisque c'est un temple, donc avec un podium de forme particulière. Le tout est construit, pense-t-on, entre 61 et 55 avant Jésus-Christ. 61, c'est l'époque des triomphes de Pompée, et 55, c'est l'époque du second consulat de Pompée. Donc Pompée. Cnaeus Pompeius Magnus, Pompée le Grand, c'est un personnage qui a une réputation, disons, mitigée. Si l'on connaît un petit peu l'histoire des guerres civiles dans la République romaine, dans la première moitié du 1er siècle, l'histoire du premier triumvirat, par exemple, eh bien, on voit que Pompée est l'un des protagonistes de ces guerres civiles.
il a été un adversaire de Jules César, mais il a été aussi un allié de Jules César, des renversements d'alliance. Il a été même le gendre de Jules César, et on a l'impression qu'il n'a été que qu'un jouet finalement dans les mains de César, et il est assez ridicule. Même certaines effigies de Pompée ne lui rendent pas vraiment justice. J'ai choisi un portrait qui est moins désavantageux pour lui. Et, euh, et Pompée, c'est un personnage qui, pourtant, a eu une carrière tout à fait importante. Il a été donc l'un des principaux généraux de l'armée romaine. Il a remporté des victoires en Orient, d'où ses 3 triomphes de 61 avant Jésus-Christ. 3 triomphes en même temps, hein. Donc c'est un phénomène spectaculaire. C'est surtout un administrateur. Il a réorganisé la carte administrative du bassin oriental de la Méditerranée. À l'époque où il intervient en Méditerranée, on est dans les années 60, donc avant Jésus-Christ, c'est l'époque de l'effondrement des royaumes hellénistiques. Le royaume de Macédoine a été détruit il y a un siècle auparavant, mais c'est l'effondrement du royaume séleucide, en Asie mineure et au Moyen-Orient. Donc Pompée va réorganiser la carte, il va créer les provinces romaines, au fond, qui vont remplacer le royaume hellénistique. Et de ce fait, il va recevoir le titre extrêmement élogieux de Cosmocrator. Cosmocrator, c'est l'organisateur du monde. Et donc, le monument dont nous sommes en train de parler est conçu dans l'esprit de Pompée comme organisé autour de la statue de Pompée en Cosmocrator, une statue gigantesque, plus grande que nature, elle mesure 3 mètres de haut, une statue qui est installée dans le complexe. Il y a donc la statue de Vénus dans le temple et la statue de Pompée dans la curie. La statue de Vénus dans le temple qui est là, excusez-moi, et la statue de Pompée dans la curie. La statue de Pompée répondant en quelque sorte à la statue de Vénus. Alors, encore un mot sur le théâtre et le temple. Ce théâtre est donc le premier théâtre construit en dur à Rome. C'est aussi le plus grand de tous les théâtres qui aient été jamais construits à Rome. C'est un théâtre qui était équipé de dispositifs mécaniques extraordinaires. On a des textes qui décrivent ces dispositifs mécaniques et ces textes qui ont longtemps été considérés comme des illusions, enfin comme des fantasmagories. Et puis, s'est développé depuis quelques décennies une branche de l'histoire ancienne consacrée précisément à l'étude des mécanismes donc antiques, à la fois dans le monde romain et dans le monde grec, et notamment les mécanismes du théâtre de Pompée. Ça a été le sujet de la thèse de doctorat de cette personne qui est là. Si vous avez visité les nocturnes du plan de Rome, vous reconnaissez Sophie Madeleine, qui est l'une des 2 protagonistes des nocturnes du plan de Rome. Et Sophie Madeleine a consacré sa thèse aux mécanismes du théâtre de Pompée, justement. Alors ces mécanismes, c'était quoi? C'était un rideau de scène qui était capable de s'abaisser. Jusqu'au XIXe siècle, les rideaux de scène s'abaissent, hein, ils se lèveront qu'au XIXe siècle. D'autre part, un vélum tendu sur les gradins pour protéger les spectateurs du soleil, et, chose plus extraordinaire encore, des pompes à air comprimé capables de diffuser sur les spectateurs de l'eau parfumée quand il faisait chaud. Donc, les descriptions antiques sont émerveillées, évidemment, par ces mécanismes. On n'y a pas trop cru, et les spécialistes qui ont étudié les mécanismes ont reconstitué, en effet, le processus, et il faut maintenant prendre les descriptions anciennes pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire de véritables descriptions. Tout cela vous est raconté par Sophie Madeleine dans la vidéo dont vous avez une image ici. Ce qu'on peut dire encore du théâtre et du temple, c'est que le podium, le temple repose sur un podium, et les gradins du théâtre sont censés être les marches qui donnent accès au temple. Ce podium est gigantesque, il domine l'espace environnant de 35 mètres. Et le dessin qui est ici s'efforce de restituer ce que pourrait être, ce qu'aurait pu être le théâtre de Pompée s'il n'avait pas disparu. Donc, il est là l'un des lieux les plus pittoresques de la ville de Rome, hein, de ce quartier du Champ de Mars, c'est la place du Campo dei Fiori, et donc le théâtre se trouvait à cet emplacement, et vous voyez à quel point il est gigantesque. Alors, ce théâtre a-t-il disparu? En fait, non. Le Campo dei Fiori, donc, on le retrouve ici.
Regardons le tissu urbain. Ce tissu urbain a en quelque sorte fossilisé le plan du théâtre et du complexe de Pompée. On reconnaît très bien ici ce qu'on appelle la cavea, c'est-à-dire les gradins. On voit bien ici le rectangle que constitue le portique. Et puis ici, on est sur l'Argo Argentina. On voit bien ce petit côté du rectangle dont je parlais tout à l'heure. Vous avez là le théâtre, qui n'est pas exactement situé dans le centre, sur le centre du petit côté, mais presque. Donc le tissu urbain a préservé jusqu'à nos jours le plan du théâtre en particulier. Hein. Regardez ici ces bâtiments qui ont été construits, voilà, les bâtiments qu'ils ont précédés, ont été construits sur les gradins à la fin de l'Antiquité. Ils ont été remplacés progressivement par d'autres bâtiments jusqu'à nos jours, et ils existent toujours. Voilà donc, par exemple, dans la Via di Grotta Pinta, voilà ces bâtiments modernes, mais qui sont construits à l'emplacement de bâtiments très anciens qui se sont édifiés sur les gradins du théâtre de Pompée. Les gradins n'ont pas été conservés, mais ce qu'il y a sous les gradins, c'est-à-dire les corridors, les couloirs d'accès, ont été conservés dans certains cas. C'est-à-dire que dans les caves de certains de ces bâtiments, on a conservé les corridors du théâtre de Pompée. Il y a plusieurs établissements, plusieurs caves qui ont ainsi été conservées. Là, je vous montre les caves du restaurant da Pancrazio qui sont installés dans les corridors du théâtre de Pompée. Donc, le théâtre de Pompée a été spectaculaire, monumental, admiré. On ne le voit plus, certes, mais enfin, il existe encore un peu, si l'on veut. Alors, continuons notre promenade dans le complexe de Pompée et parlons maintenant du portique. Donc, un vaste espace de plus de 180 mètres de long, un vaste espace pour lequel on a des descriptions, mais il y a eu des sondages archéologiques aussi qui ont permis de vérifier certaines des descriptions. Donc les descriptions font état de fontaines installées dans cet espace, et on a découvert en effet des vestiges de fontaines. Les descriptions font état aussi d'alignements de platanes taillées. Alors les platanes taillées ne sont pas conservées jusqu'à nos jours, bien sûr. Enfin, si les textes disent vrai pour les fontaines, peut-être qu'ils disent vrai aussi pour les platanes taillées. Donc, alignement de platanes taillées, fontaines, des objets d'art aussi qui sont dispersés dans le jardin. On sait que ces objets d'art ont été choisis par Atticus, l'ami de Cicéron. Et donc, voilà un jardin décoré, un jardin maîtrisé, un jardin ouvert au public, qui a donc été, si on peut dire, le premier jardin public à Rome. La ville de Rome, dans l'Antiquité, est très pauvre en espaces verts, comme nous disons aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est assez riche en espaces verts, mais dans l'Antiquité, ce n'est pas le cas. Et donc, le théâtre de Pompée, enfin le complexe de Pompée, donne une sorte de poumon d'air et de verdure pour la population de la ville. Ce jardin est entouré d'une colonnade. On sait que les colonnes étaient en granit rouge, d'environ 9,50 m de haut. C'était donc un lieu tout à fait élégant, tout à fait agréable pour la promenade, pour la rencontre, pour la discussion. Et clôturant la perspective, fermant le rectangle, ce grand bâtiment, donc rectangulaire, qui s'appelle la Curie de Pompée, la Curie du complexe de Pompée. La Curie, c'est une très grande salle. C'est le nom qu'on donne à une salle dans laquelle se réunit le Sénat. En principe, le Sénat se réunit sur le forum, il y a une curie sur le forum, en effet, et comme j'ai dit tout à l'heure, le Sénat se réunit périodiquement sur le champ de Mars lorsqu'il faut traiter de questions relatives à l'armée. Il y a donc une curie sur le champ de Mars. Le Sénat peut se réunir à l'air libre, hein, ce n'est pas du tout exclu. Enfin là, en tout cas, Pompée a prévu l'organisation d'une curie dans le complexe qu'il a fait bâtir. Donc une salle très vaste, où le Sénat peut se rassembler périodiquement, et une salle qui abrite donc la statue colossale, le Pompée Cosmocrator, qui a été placé dans cette salle donc, pour faire l'éloge, pour chanter les mérites et les louanges de Pompée, Pompée répondant à Vénus, Vénus protectrice de Pompée. Alors, si vous connaissez bien l'histoire politique de Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ, vous savez que c'est dans la curie de Pompée que César a été assassiné. César a été assassiné durant une séance du Sénat, mais le Sénat, ce jour-là, se réunissait dans la curie de Pompée. Et donc, on sait que le corps de César assassiné, percé de coups de poignard, a roulé jusqu'au pied de la statue de Pompée.
adversaire de César. Et, donc, qu'est devenu, tout ça vous est raconté dans une des vidéos des Nocturnes du clan de Rome, qu'est devenue la statue de Pompée dans cette curie? Évidemment, après l'assassinat de César, après la fin des guerres civiles à l'époque d'Auguste, le lieu où le père adoptif d'Auguste a été assassiné a été un lieu tabou, un lieu maudit, si l'on peut dire. Donc la curie a été fermée, et néanmoins, on n'a pas détruit la statue de Pompée. Pompée n'est pour rien dans l'assassinat de César, évidemment. On a donc déplacé la statue jusque sur le mur de scène du théâtre. Les murs de scène sont décorés de statues. Eh bien, la statue de Pompée a été l'une de ces statues au fil du temps. Et c'est là qu'on l'a retrouvée au XVIe siècle, donc en pratiquant ce qu'on appelle aujourd'hui des fouilles, par hasard. On l'a retrouvée au XVIe siècle. Et cette statue est à présent installée dans le Palazzo Spada. Palazzo Spada, c'est un bâtiment qui se trouve à côté du Palais Farnèse. Et dans ce Palazzo Spada, il y a un petit musée intéressant, il y a un trompe-l'œil organisé par le Vernin, ou Bromini plus exactement, et donc il y a une partie du bâtiment occupée par la Cour des comptes de l'État italien. Et malheureusement, c'est dans cette partie du bâtiment occupée par la Cour des comptes de l'État italien que se trouve la statue de Pompée, qu'on ne voit donc pas, sauf quand c'est possible d'entrer dans le bâtiment, disons, au moment des journées du patrimoine, pour simplifier. Alors voilà donc ce complexe de Pompée, dont on peut dire que, bien sûr, il n'existe plus, mais enfin, on le voit encore dans le tissu urbain de la ville, on le voit encore dans les sous-sols à certains endroits, on le voit encore parce que la statue qui se trouvait là et qui a ensuite été transférée ici, elle se trouve maintenant là, un peu sur le côté. Et donc, tout cela montre que le complexe de Pompée n'a pas complètement disparu. Pour qui sait voir, il est encore visitable, c'est ce que nous venons de faire. Ce qu'on peut dire de ce complexe, c'est que il a exercé une très grande influence sur l'architecture de Rome. Le théâtre est le premier théâtre en pierre. Tous les autres théâtres construits après ont été des théâtres en pierre, à l'imitation du théâtre de Pompée, simplement des théâtres plus petits. Ce qui est original dans cette construction, c'est la notion de complexe, c'est-à-dire un temple, un théâtre, un jardin, un portique, une grande salle. Cette notion de complexe a été réutilisée ensuite. Ce qui est original aussi, c'est la place, le jardin ouvert au public. Et donc, on peut dire qu'il faut considérer le complexe de Pompée comme étant une sorte de préfiguration de ce que seront par la suite les forums impériaux, depuis le forum de César jusqu'au forum de Trajan. Tous les forums impériaux sont spécifiques, ils sont tous différents les uns des autres, mais il y a cette notion de grande place ouverte au public, pas la circulation, mais ouverte au public, avec des colonnes, avec des bâtiments, éventuellement un temple, d'autres bâtiments. Bref, on peut faire remonter l'origine des forums impériaux au complexe de Pompée. Voilà donc le premier bâtiment que je voulais vous montrer sur le Champ de Mars. On va remonter à l'air libre maintenant pour aller visiter dans le nord du Champ de Mars un autre complexe. Au passage, on peut passer sur la place Navone. Voilà une photo de la place Navone prise au moment de la crise sanitaire, où il n'y a personne quasiment sur la place Navone, ce qui n'arrive jamais normalement. C'est l'une des places les plus célèbres de Rome, une des plus belles, bien sûr, mais voyez la forme originale de cette place. La place Navone se situe à l'emplacement du stade de Domitien. Donc on voit bien que des bâtiments se sont édifiés au fil du temps sur les gradins du stade de Domitien, et que ce faisant, ils ont en quelque sorte fossilisé le stade de Domitien. Le stade lui-même n'existe plus, mais on voit bien où se situaient les gradins et on voit bien où se situait l'arène du stade de Domitien. Tout cela se voit encore très bien dans le paysage. Le monument a disparu, mais en fait on le voit encore. Et quand on descend dans les sous-sols, on en trouve encore des vestiges, parfois importants. Par exemple ici, il y en a qu'on peut visiter même. Et puis probablement que dans les caves de ces bâtiments, il y a aussi quelques vestiges des corridors de l'ancien stade de Domitien. Alors, je ne parle pas plus longtemps de la place Navone, qui mériterait pourtant qu'on en parle plus, parce qu'il y a donc un des Nocturnes du plan de Rome que vous pouvez aller voir, où on vous explique comment on passe du stade de Domitien à la place Navone. Pour ma part, je vais insister plutôt sur le complexe augustéen, c'est-à-dire que l'on était ici au théâtre de Pompée, on est passé par la place Navone, et on peut donc arriver au complexe augustéen dans la partie nord du Champ de Mars.
Alors, on appelle complexe augustéen un ensemble de monuments, parmi lesquels on va ranger un ustrinum, je vais expliquer ce que c'est, un gnomon, une horloge, un autel et un mausolée. Alors voilà la même chose, mais sous forme de maquette conservée à l'Arapakis, et vous voyez le nord ici. On peut se situer facilement. Vous reconnaissez ici une partie du bâtiment qu'on avait appelé tout à l'heure les septa, septa Iulia. Ici, le Panthéon. Là, c'est même le portique des Argonautes. Le Panthéon. Et puis donc, ces monuments qui sont là, qui remontent à l'époque d'Auguste. À cette époque, la partie nord du Champ de Mars n'est pas urbanisée, et donc il y a beaucoup d'espace disponible. Cet espace disponible a été utilisé, a été mis en scène pour la disposition des bâtiments. Alors il y a d'abord une dimension, on pourrait dire, funéraire. L'Ustrinum, c'est ce secteur que vous voyez là. C'est un espace entouré d'une balustrade, entouré d'arbres. C'est là que le corps d'Auguste a été incinéré en septembre 14 après Jésus-Christ. Et puis là, vous avez le mausolée d'Auguste. Le mausolée d'Auguste, donc le tombeau de l'empereur, qui a été construit progressivement au fil du temps. Les premiers travaux ont commencé en 28 avant Jésus-Christ, donc Auguste est mort en 14 après. Donc tout le règne d'Auguste est occupé par l'organisation du mausolée. Ça, c'est la dimension funéraire, on pourrait dire. Et puis, il y a ici des monuments plus comment pourrait-on dire, plus politique. Vous avez d'une part un petit bâtiment qu'on appelle l'Hôtel de la Paix Auguste, ce qui se dit en latin Ara Pacis Augustae, et d'autre part un gnomon, qui est un obélisque égyptien en fait, et puis une horloge, c'est-à-dire un cadran solaire. Donc l'obélisque sert de gnomon pour le cadran solaire, et les choses ont été calculées pour que l'ombre de l'obélisque se pointe vers la porte du petit Arapakis à midi, le jour anniversaire de la naissance d'Auguste, en septembre. Et donc tout cela donne à tout ce quartier une dimension impériale tout à fait importante. Alors je vais décrire ces différents bâtiments les uns après les autres. Alors je ne parlerai pas de l'obélisque, qui existe encore, qui a été laissé sur place et qui se trouve maintenant devant la place située devant le palais Montecitorio, c'est-à-dire devant la chambre des députés de l'État italien. Et l'Ustrinum, il n'y a rien de particulier à dire de l'Ustrinum, c'est simplement un lieu vide. Alors, le mausolée, donc, voici un dessin de restitution. C'est un bâtiment tout à fait considérable qui a été qui est creux, évidemment, qui a été recouvert d'arbres, couvert de statues, orné de deux obélisques qui ne sont pas égyptiens, ce qu'on appelle les obélisques anépigraphes, qui ont été fabriqués sur place et qui ne viennent pas d'Égypte. L'un de ces deux obélisques s'est conservé jusqu'à nos jours. Il a été découvert au XVIIe siècle et a été transporté, il a été découvert à la fin du XVIe siècle, et a été transporté près de la basilique Sainte-Marie-Majeure, sur l'Esquina. Et puis, de part et d'autre de la porte, il existait des plaques de bronze comportant une inscription, l'inscription qui était le testament politique de l'empereur Auguste, les Res Gestae. Ces plaques de bronze ne se sont pas conservées, mais le texte avait été copié et avait été reproduit en plusieurs exemplaires dans l'Empire, et des fragments importants de ces différentes inscriptions ont été conservés, et donc en complétant les uns par les autres, on a pu reconstituer la totalité du texte. Et donc à l'intérieur, des alvéoles dans lesquelles étaient disposées les urnes funéraires des grands personnages de la famille impériale. L'on sait par les sources écrites qui a été inhumé dans le mausolée d'Auguste. Alors évidemment l'empereur Auguste lui-même en 14 après Jésus-Christ, mais avant sa mort, la liste est classée par ordre chronologique ici, avant sa mort, plusieurs personnages qui ont été, pour la plupart, considérés à un moment comme des successeurs possibles pour Auguste, des héritiers présomptifs, si on peut dire. Donc Marcellus, l'ami d'Auguste, Agrippa, les fils d'Agrippa adoptés par Auguste, Lucius et Caius César. Et puis après la mort d'Auguste, on a enterré dans le mausolée, bien par exemple Germanicus, ou bien alors Livie, la veuve de l'empereur Auguste, plusieurs empereurs, Tibère, Claude, les empereurs de la dynastie flavienne, c'est Vespasien et Titus. Pour Domitien, on n'est pas sûr.
l'empereur Nerva, et puis les successeurs de Nerva n'ont pas été enterrés dans le mausolée d'Auguste. Le successeur de Nerva, c'est Trajan. Trajan est enterré sur le forum de Trajan, sous la colonne. Le successeur de Trajan, c'est Adrien. Adrien fait construire un mausolée pour lui et pour ses successeurs. Donc le mausolée d'Auguste cesse d'être utilisé, apparemment, et un texte nous dit que Julia Domna, l'épouse de Septime Sévère, au début du IIIe siècle, est enterrée dans le mausolée d'Auguste. Alors pourquoi là et pas dans le mausolée d'Adrien, ben, nous ne savons pas, mais le fait est que le texte nous dit cela. Alors qu'est-ce qui reste de ces monuments funéraires? Évidemment rien. Le mausolée a été pillé à plusieurs reprises. Les urnes ont été profanées, les cendres ont été dispersées, bien sûr. Il ne reste rien, sauf une urne, l'urne funéraire d'Agrippine l'Ancienne, la mère de Caligula. Cette urne s'est conservée jusqu'à nos jours parce qu'elle a été réutilisée. Elle a été réutilisée pas comme urne funéraire, mais comme mesure pour le blé au Moyen-Âge. Dans la commune de Rome, ici vous avez l'emblème de la commune de Rome, SPQR, et bien dans la commune de Rome, il y a des mesures officielles, et l'urne d'Agrippine a été utilisée comme étalon, hein, comme mesure étalon pour le blé dans la commune de Rome. Cette urne est aujourd'hui conservée au musée du Capitole, dans la galerie lapidaire, à proximité de la base de la statue de Cornelia, fille de Scipio l'Africain et mère des Gracques. Alors, que devient le mausolée d'Auguste après qu'il a été pillé à la fin de l'Antiquité? Eh bien, il devient une forteresse. Il devient une forteresse, et ce qui n'est pas pour surprendre. En fait, le mausolée d'Adrien, lui aussi, devient une forteresse au Moyen-Âge. Le mausolée d'Adrien, c'est la forteresse du pape. On l'appelle aujourd'hui le château Saint-Ange. Le mausolée d'Auguste, lui, est une forteresse pour les grandes familles, quelques-unes des grandes familles qui dominent Rome. Alors, selon les époques, ce sera les Colonna, les Orsini, qui font de ce mausolée une forteresse. Les autres familles ont leur tour défensive dans la ville. Il reste quelques-unes de ces tours, d'ailleurs. Et puis, dans le cas du mausolée d'Adrien à Château-Saint-Ange, celui-ci reste une forteresse pontificale jusqu'à maintenant. Enfin, maintenant, ce n'est plus une forteresse, mais c'est toujours le monument. Le monument a été conservé de ce fait. Le mausolée d'Auguste, lui, a cessé d'être une forteresse à partir du XVIIe siècle. Il a été affecté à un autre usage. Et on l'a transformé en on pourrait dire salle de spectacle, salle de réjouissance. Alors, au fil du temps, il y a tenu là un certain nombre de choses, comme par exemple, là, vous avez un dessin du début du 19e siècle qui montre que l'on donnait des spectacles ressemblant à une corrida. On sait qu'on a pu jouer des pièces de théâtre dans ce que l'on n'appelait plus le mausolée d'Auguste, mais qu'on appelait, selon les saisons, selon les moments, amphithéâtre de tel ou tel nom, par exemple, amphithéâtre coréen au début du 19e siècle. Et puis, à partir des années 1880, on a trouvé mieux à Rome. Le théâtre, on l'a donné ailleurs. Les spectacles plus grand public ont été donnés ailleurs aussi. Et donc, le lieu a été désaffecté à la fin du 19e siècle. C'est donc un espace assez vaste au centre de Rome, utilisable en somme. C'est précisément à ce moment-là qu'on a besoin d'espace pour fabriquer la grande statue équestre de Victor Emmanuel II, pour l'installer sur le monument qui est en cours de construction au pied de la colline du Capitole. Donc, la statue de Victor Emmanuel II a été fondue là, dans l'ancien amphithéâtre coréen, qui était le successeur lointain du mausolée d'Auguste. Et au début du XXe siècle, le lieu est racheté par la ville de Rome et de nouveau transformé en salle de spectacle. Mais cette fois-ci, ce sera un auditorium moderne pour le début du XXe siècle, auditorium qu'on appelle auditorium Augusteo. Et cet auditorium bénéficie d'une excellente acoustique, ce qui fait que l'on y donne des concerts. Les plus grands artistes viennent se produire à l'auditorium Augusteo pendant plusieurs décennies au début du XXe siècle. Et dans les années 30, l'auditorium est détruit. Alors pourquoi est-il détruit? Eh bien parce que le régime italien, dans les années 30, le régime de Mussolini, a décidé de faire de l'emplacement du mausolée d'Auguste, de ce quartier, a décidé d'en faire un quartier monumental, rappelant les mérites de l'empereur de l'Antiquité peut-être, mais un quartier monumental chantant la gloire du maître de l'Italie des années 30. Donc une instrumentalisation, si l'on peut dire, une exploitation politique du mausolée d'Auguste est à l'œuvre
et de la zone du mausolée d'Auguste, est à l'œuvre dans les années 30, et donc il faut faire disparaître l'auditorium Augustéo, c'est ce qui se fait, comme vous voyez, en 1936. Et, euh, et puis, on va donc faire du mausolée d'Auguste quelque chose. En 1936, on ne sait pas exactement quoi. Sans doute pas un mausolée pour Mussolini, enfin, on ne sait pas exactement quoi, mais quelque chose qui va être sans doute réalisé alors que le régime italien peut-être est appelé à durer longtemps. Et comme vous savez, il ne dure pas longtemps, donc le mausolée, ou ce qu'il en reste, est abandonné à partir du milieu du XXe siècle jusqu'au début du XXIe siècle. À plusieurs reprises, il y a des projets qui ont été échafaudés pour trouver une affectation pour ce bâtiment. Il est en ruine, bien sûr, mais enfin, quand vous voyez, les ruines sont encore tout à fait colossales. Et donc, trouver une affectation, y faire quoi? Cela a été difficile d'imaginer pendant très très longtemps, donc le lieu a été abandonné. Et puis finalement, au début du XXIe siècle, un projet a vu le jour qui a abouti à l'été de 2021. On a transformé l'ensemble du mausolée d'Auguste en un lieu didactique, on pourrait dire, retraçant les grandes époques de l'histoire de Rome. Les grandes époques de l'histoire de Rome retracées avec de l'informatique, avec de la vidéo, avec des lasers probablement, enfin quelque chose de tout à fait spectaculaire. On peut voir sur Internet ce que cela peut donner. Je me réfère au site Internet parce que le lieu inauguré à l'été 2021, en pleine crise sanitaire, on pensait bien que c'était assez difficile de visiter ce lieu. Il y avait 12 visiteurs par heure, hein, donc ce n'était pas facile. Je ne l'ai pas vu, non, mais je pense quand même qu'on peut dire que l'affectation qui a été donnée au mausolée d'Auguste est sans doute un petit peu décevante et l'installation doit être, je pense sans l'avoir vu, mais doit être sans doute un petit peu superficielle. Quoi qu'il en soit, nous en sommes là. Le mausolée d'Auguste est désormais réouvert. Alors, il est donc ici à l'emplacement où c'est toujours tenu, bien sûr. Et l'on va parler maintenant de l'Arapakis, qui est ici, hôtel de la paix Auguste, un petit bâtiment en marbre qui est tombé en ruine à la fin de l'Antiquité, qui a été démantelé, recouvert par les alluvions du Tibre, et dont il n'est plus resté que des morceaux, des fragments. L'on a procédé au recensement de ces fragments au XIXe siècle, au début du XXe siècle, et l'on s'est rendu compte que si une partie des fragments avait disparu, en fait, il restait une proportion non négligeable des fragments de l'Arapakis dispersés ici et là, et qu'il aurait été possible, et qu'il était possible, donc, de les rassembler. C'est la décision que prend le régime mussolinien pour le bimillénaire de la mort d'Auguste. Auguste est né en 63 avant Jésus-Christ, 1937, c'est le bimillénaire. Donc pour le bimillénaire, eh bien, on va reconstituer l'Arapakis, non pas à l'endroit où il était, orienté vers le gnomone, qui d'ailleurs a été déplacé. On va le reconstituer, cet Arapakis, mais on va le déplacer jusqu'à proximité du mausolée d'Auguste. Il avait une porte tournée vers l'ouest, on va l'orienter vers le sud. Donc maintenant, il est question d'avoir un gnomone de quelque nature que ce soit. Et donc le bâtiment est reconstitué ici. On le protège avec un bâtiment plus grand qui est construit pour cet usage, pour cette occasion, et le tout est inauguré par Mussolini en 1938, le 23 septembre. 23 septembre, c'est le jour anniversaire de la naissance d'Auguste. Normalement, il aurait fallu inaugurer le 23 septembre 1937, mais enfin bon, les travaux n'étaient pas finis. Donc l'Arapakis est ici, à l'intérieur du bâtiment, le bâtiment de protection qui était construit au-dessus. Ici, vous avez les bâtiments constituant la place de l'empereur Auguste, dont je vais parler dans un instant, qui sont en cours de construction. Et sur la droite, en dehors du cadre de la photo, vous avez le mausolée d'Auguste. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Arapakis? C'est un bâtiment qui a été donc reconstitué, protégé par un premier bâtiment protecteur datant de 1938, et ce bâtiment a été démoli et remplacé par un autre en 2006, un bâtiment qui a été demandé à l'architecte Richard Meyer, donc un architecte, disons, dans la postérité de Le Corbusier, qui a réalisé ceci. L'Arapakis est là, dans une cage de verre, et on a ajouté tout un ensemble d'espaces. Vous savez que dans les musées aujourd'hui, il faut absolument d'espace pour une boutique, pour quantité de choses. Alors, il y a tout cela, bien sûr. Et puis ici, au premier niveau, il y a des salles d'exposition. On peut organiser des expositions à l'Arapakis, et c'est ce que l'on fait périodiquement.
Donc, ce qui est intéressant dans ce musée de l'Arabakis, c'est le bâtiment, le petit bâtiment antique qui se trouve là, dans la cage de verre, et dont voici une photographie. Il s'agit en termes d'un templum. Templum, en latin, cela désigne un espace sacré, un espace délimité, un espace répertorié, qui peut être matérialisé par des branchages, par des clôtures végétales, ou qui peut être matérialisé par des murs en dur. Donc, l'autel est ici à l'intérieur et le templum, l'espace délimité et consacré, a été matérialisé par ces parois de marbre sculptées. Le bâtiment a été installé en 14 avant Jésus-Christ. Et il s'agit de rappeler par un autel en dur, eh bien, l'autel qui avait été établi au moment du retour de l'empereur Auguste d'Espagne. Auguste était parti en Espagne livrer les dernières batailles de la conquête de l'Espagne. La conquête de la péninsule ibérique par les Romains a été longue et très difficile. Il aurait fallu 200 ans. Parce qu'il y a un petit secteur qui posait problème dans le nord, du côté du Pays Basque, qui a posé problème aux Romains pendant fort longtemps déjà. Et donc, on considère à la fin du 1er siècle que les guerres en Espagne sont terminées. Et pour remercier les dieux, un sacrifice est organisé, donc au champ de Mars, un sacrifice est organisé avec un templum qui est délimité, donc un espace sacré délimité. Et donc, l'Arabakis rappelle cela, rappelle cette date importante dans l'histoire du règne d'Auguste. Et donc, le bâtiment est décoré de sculptures. Le registre inférieur, ce sont des rinceaux de feuillage et de fleurs. Après tout, la clôture peut être végétale. Et le registre supérieur porte sur deux des faces des scènes rappelant les épisodes mythologiques de la naissance de Rome, et puis sur le long côté, deux processions des membres de l'entourage de l'empereur, procession qui rappelle la procession qui avait été organisée pour marquer la fin des guerres en Espagne, donc en 14 avant Jésus-Christ. Et donc, ce bâtiment s'était trouvé dispersé, démoli et dispersé. Il a été reconstitué en partie, rassemblé. Les fragments ont été rassemblés et bien sûr, il y a des pierres antiques comme celle-ci et puis il y a des pierres modernes ici ou là, par exemple. Alors, s'il faut reconnaître un mérite au bâtiment de Richard Meyer, c'est qu'il laisse entrer une lumière diffuse, une lumière douce, qui n'accentue pas le contraste entre les pierres anciennes et les pierres modernes. Et donc on voit ainsi, alors que le bâtiment n'est que partiellement conservé, on voit, enfin l'impression est tout à fait agréable à l'œil. Alors évidemment, il faut se dire que dans l'Antiquité, le monument était entièrement peint, bien sûr. On n'est pas allé jusqu'à reconstituer la décoration peinte, on pourrait, hein. On n'est pas allé, la décoration peinte a été étudiée, les pigments ont laissé quelques traces sur les sculptures, tout cela a été étudié soigneusement, et donc la reconstitution, vous voyez là, n'est pas du tout arbitraire. Mais on n'est pas allé jusque-là. Ce qui se produit, c'est que l'on permet aux visiteurs de l'Arabakis d'utiliser des systèmes modernes, vous savez, des lunettes spéciales qui donnent l'illusion en fait que le bâtiment a été coloré, donne l'illusion de la reconstitution de la décoration peinte. Alors, nous avons parlé du mausolée, dont j'ai expliqué ce qu'il était aujourd'hui. Ici, vous avez la zone occupée par l'Arabakis. Et donc, à l'époque de Mussolini, le projet avait été formé de constituer autour du mausolée d'Auguste et de l'Arabakis, constituer un nouveau forum, c'est-à-dire une vaste place bordée de bâtiments à arcades qui ont été édifiés dans les années 30. Ils n'étaient pas terminés au moment du début de la Deuxième Guerre mondiale, donc les façades en fait étaient prêtes, et donc ces bâtiments avaient pour ambition de constituer un vaste forum à la gloire de l'empereur Auguste et à la gloire du régime de Benito Mussolini.
ces bâtiments ont été construits dans un style qu'on pourrait qualifier de second style mussolinien. Le premier style mussolinien, c'est le style du Foro Italico des années 20, c'est-à-dire un style original recourant à un vocabulaire ornemental particulier, avec des statues, des décorations. Là, nous avons affaire à un style beaucoup plus dépouillé, beaucoup plus épuré, beaucoup plus international, on pourrait dire. Donc, pour ces bâtiments qui rappellent les bâtiments de Léo Ware, qui sont construits à peu près à ce moment-là, enfin, qui sont construits juste un petit peu après. Alors, ces bâtiments ont été d'abord consacrés à des services administratifs depuis le milieu du XXe siècle, et au début du XXIe siècle, dans le cadre de la reconversion du mausolée d'Auguste, eh bien, tous ces bâtiments ont été affectés à un nouvel usage, des hôtels de luxe, comme on dit, et puis c'est là que la maison Bulgari a choisi d'établir son siège. Donc, le lieu qui était délaissé depuis le milieu du XXe siècle, ce lieu, au début du XXIe siècle, retrouve une certaine magnificence, en quelque sorte, avec tous ces travaux et tous ces changements d'affectation. Alors, si on se résume, nous avons visité au Champ de Mars un bâtiment qui n'existe plus, mais dont on voit encore les traces tout à fait nettement, c'est le complexe de Pompée. Nous avons visité un bâtiment qui n'est pas du tout en ruine, qu'on voit très bien, mais qui est quand même très... Enfin, qui ne se situe pas du tout à l'emplacement où il était, c'est l'Arabakis. Et puis un bâtiment qui se situe à l'emplacement où il a toujours été, mais qui est complètement en ruine, c'est le mausolée d'Auguste. Il nous reste donc à visiter un bâtiment qui se situe là où il a toujours été, mais qui n'est pas en ruine, et c'est le Panthéon, par quoi nous allons terminer cette petite promenade. Alors, le Panthéon, c'est donc un bâtiment qui s'est édifié sur le Champ de Mars. C'est un bâtiment qui est très ancien, puisqu'il a été construit, l'inscription le dit ici, par Marcus Agrippa, fils de Lucius, dans son 3e consulat. Le 3e consulat de Marcus Agrippa, qui était l'ami d'Auguste, c'est 27 avant Jésus-Christ. Donc un bâtiment fort ancien, qui se situe sur le Champ de Mars, qui n'a pas été déplacé, qui n'est pas en ruine. C'est l'un des plus grands bâtiments romains que nous ayons conservé. C'est un bâtiment qui est en relativement bon état, et c'est un bâtiment qui présente un certain nombre de caractéristiques tout à fait extraordinaires. D'abord, c'est un bâtiment qui a été construit 2 fois. Construit 2 fois, en effet, parce qu'il y a un premier bâtiment qui était de plan rectangulaire, avec un portique, le portique qu'on vient de voir, justement, et puis un deuxième bâtiment qui a été construit plus tard et qui est bâti sur un plan circulaire. Le premier bâtiment, plan rectangulaire, le deuxième bâtiment, plan circulaire. Le premier bâtiment, donc au plan rectangulaire, était un vaste temple consacré à beaucoup de divinités. Les descriptions que nous avons de ce bâtiment montrent qu'il abritait plusieurs statues de plusieurs divinités différentes. Et d'où le nom qu'on lui a donné. Panthéon, c'est le temple de tous les dieux, de beaucoup de dieux tout au moins. Et donc ce bâtiment est très original en 27 avant Jésus-Christ, parce que justement, il n'est pas affecté à un dieu en particulier, mais à beaucoup de dieux. C'est l'époque où, sans doute, Auguste et son entourage réfléchissent à un moyen de marquer, de renforcer l'image du régime que l'on est en train d'instaurer. Vous savez que les Romains haïssent la royauté, il n'est pas question de proclamer l'instauration d'une monarchie. César avait été tenté par cela, Auguste a très bien compris ce qui était arrivé à César. Donc, ne pas faire cela, il s'est d'imaginer autre chose, et peut-être que l'appui des dieux pourrait être utile dans ce cas. Est-ce que c'est une étape vers le culte impérial? En tout cas, le bâtiment est construit et dédié à tous les dieux. Et puis, ce bâtiment est victime d'incendies à plusieurs reprises. Il faut donc le reconstruire au début du IIe siècle. Notons quand même ici la présence du portique, c'est-à-dire de la colonnade, en granit gris et rose, granit qui vient d'Égypte et qui est tout à fait impressionnant. Alors, le premier bâtiment, donc, plan rectangulaire, construit à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, détruit par des incendies et reconstruit au début du IIe siècle après Jésus-Christ,
mais cette fois-ci sur un plan circulaire. C'est le Panthéon d'Adrien, donc c'est l'époque d'Adrien. La date de construction, c'est 125 après Jésus-Christ. On le sait parce que les briques qui ont été utilisées pour certains éléments du monument portent des estampilles d'artisans que l'on peut dater de 125 après Jésus-Christ. Alors, c'est un bâtiment extraordinaire parce que c'est un bâtiment de plan circulaire, surmonté d'une coupole. Alors, des bâtiments circulaires, à Rome, il y en avait. Il y en a un encore d'ailleurs sur le Forum Boarium aujourd'hui, mais ce sont des bâtiments de petite taille. Là, c'est un bâtiment de très grande taille. Des bâtiments couverts d'une coupole, à Rome, il n'y en avait pas. Et là, nous avons une coupole absolument monumentale. C'est un bâtiment qui est très étrange parce que il répond visiblement à un programme, on pourrait dire idéologique, un programme original, puisque l'on a changé le plan. Le temple, normalement, a un plan rectangulaire. Là, nous avons un plan circulaire. Alors, pourquoi? Quelles sont les intentions de l'empereur Hadrien? Quelles sont les intentions de l'architecte de l'empereur Hadrien? On ne connaît pas le nom de l'architecte, mais on pense que l'architecte de Trajan, celui qui a bâti le forum de Trajan, qui s'appelle Apollodore de Damas, on pense qu'il est toujours vivant à l'époque d'Adrien et que donc il est probable ou possible qu'il soit intervenu pour la construction du Panthéon. Donc, quel est l'objectif essentiellement de choisir un plan circulaire et une coupole? Difficile à dire. Alors, on peut s'amuser à jouer sur les mesures. Vous savez, c'est un sport qui est pratiqué depuis l'Antiquité, de calculer des proportions, de calculer des rapports entre les mesures, et puis d'en tirer un certain nombre d'enseignements, un certain nombre d'observations. On a voulu voir des symboles pythagoriciens dans le Panthéon. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a sûrement un programme, et donc il faut se tourner vers Adrien, qui a peut-être écrit le programme en question. En tout cas, c'est ce que pense Marguerite Yourcenar. Vous savez que Marguerite Yourcenar a écrit des mémoires d'Adrien en 1951, où après un travail de documentation tout à fait sérieux, elle essaye d'imaginer, de reconstituer un peu la psychologie de l'empereur, et cet ouvrage est considéré comme un chef-d'œuvre, de ce qu'on pourrait appeler un roman historique. Et donc, il y a un passage dans les mémoires d'Adrien qui évoque justement cela. Donc, c'est Adrien qui parle. J'étais remonté pour la structure même de l'édifice au temps primitif et fabuleux de Rome, au temple rond de l'Étrurie antique. J'avais voulu que ce sanctuaire de tous les dieux reproduisît la forme du globe terrestre et de la sphère stellaire, du globe où se renferment toutes les semences du feu éternel, de la sphère creuse qui contient tout. C'était aussi la forme de ces huttes ancestrales où la fumée des plus anciens foyers humains s'échappait par un orifice situé au faîte. La coupole, construite d'une lave dure et légère, qui semblait participer encore au mouvement ascendant des flammes, communiquait avec le ciel par un grand trou, alternativement noir et bleu. Ce temple ouvert et secret était conçu comme un cadran solaire. Les heures tournaient en rond sur ces caissons soigneusement polis par les artisans grecs. Le disque du jour y resterait suspendu comme un bouclier d'or, la pluie formerait sur le pavement une flaque pure, la prière s'échapperait comme une fumée vers ce vide où nous mettons les dieux. Alors, bon, c'est bien sûr un exercice que Marguerite Yourcenar a tenté. Enfin, cela, je trouve, donne une certaine substance à ce qui a probablement été le programme de l'empereur. Si l'on en reste à des considérations plus précises, que peut-on dire du Panthéon? On peut dire, pour simplifier, que c'est une coupole posée sur une rotonde. Une coupole, donc on voit là, posée sur une rotonde. La rotonde, c'est le nom qu'on donne à Rome, au bâtiment. La place s'appelle la place de la rotonde. On pourrait dire un tambour. C'est une coupole posée sur un tambour. Donc, il y a un plan circulaire. Je laisse de côté les vestiges du plan rectangulaire du premier Panthéon, qui forme ce qu'on appelle le pronaos de ce temple. Donc, un plan circulaire de grande taille, de grande dimension. Il y a 58 mètres de diamètre extérieur, des murs qui ont 7 mètres d'épaisseur, des murs qui sont accompagnés, vous voyez, de petites niches de forme trapézoïdale ou de forme semi-circulaire. Et donc,
le mur est alternativement de grande largeur et de largeur un petit peu plus limitée. Tout se passe comme s'il y avait des piliers, d'énormes piliers plantés dans le sol et supportant la voûte. Des piliers qui supportent la coupole et qui lui permettent de tenir, évidemment. C'est un petit peu comme ça qu'il faut s'imaginer la fonction de cette rotonde et les particularités du plan de cette rotonde, de ce tambour. Alors, cette coupole est non seulement très ancienne, elle date donc du début du IIe siècle après Jésus-Christ, 125, mais c'est aussi, on va le voir, la plus grande coupole du monde encore aujourd'hui, si on laisse de côté, évidemment, les bâtiments qui sont construits avec les méthodes modernes de l'architecture en acier ou en béton armé. Il faut laisser ça de côté, bien sûr, mais si on considère les méthodes traditionnelles, alors c'est la plus grande coupole du monde. Il faut se représenter, là aussi il y a peut-être une symbolique tout à fait précise, il faut se représenter la coupole du Panthéon comme étant une demi-sphère. La sphère abstraite serait posée sur le sol et la demi-sphère supérieure serait la coupole. La coupole est donc posée sur une rotonde, sur un tambour dont la hauteur est exactement équivalent donc au rayon de la sphère, un demi-diamètre pour la hauteur du tambour et donc la sphère, la demi-sphère supérieure pour la coupole. Donc la coupole peut être assimilée à une demi-sphère de 150 pieds romains de diamètre posée sur un tambour de 75 pieds romains de haut, un tambour qui est donc pas très élevé. C'est ce qui fait que quand on regarde la coupole de l'extérieur, on voit seulement la partie sommitale de la coupole. On ne voit pas la totalité de la coupole. Et donc, on n'a pas l'impression que cette coupole soit si vaste que cela. Si on la compare, par exemple, à d'autres coupoles, on peut penser à la coupole de Sainte-Sophie de Constantinople ou à la coupole du Panthéon à Paris. Alors, rappelons-nous, la coupole du Panthéon de Rome, 43 mètres 30 de diamètre, la coupole de Sainte-Sophie de Constantinople, qui n'est pas exactement circulaire, c'est environ 30 mètres 50 de diamètre, mais elle est posée sur une sorte de tambour beaucoup plus haut. Et donc, elle paraît plus grande, elle est plus élevée, ça c'est sûr, mais elle paraît plus grande. Même chose pour la coupole du Panthéon de Paris, qui est posée sur un énorme tambour, et donc cette coupole est rejetée en hauteur, très clairement, mais elle a un diamètre de 28 mètres, contre 43 mètres 30 pour la coupole du Panthéon de Rome. Donc la plus grande coupole, construite en béton non armé qu'il y a dans le monde, et qui a été construite en 125 après Jésus-Christ. Et naturellement, comment cette coupole peut-elle avoir été fabriquée? Comment peut-elle tenir? Quels sont les secrets d'architecture, si l'on peut dire, pour cette coupole du Panthéon? Alors, il faut, voilà un petit dessin qui analyse le mode de construction. Donc, il y a le tambour, un demi-diamètre, le rayon de la sphère qu'on voit ici. Mais le mur, en fait, est un petit peu plus élevé. Donc, la coupole est posée sur le tambour, mais la partie sommitale de la rotonde sert un petit peu de contrefort pour équilibrer les poussées, une partie des poussées tout au moins, exercées par la coupole. On peut remarquer que cette coupole est construite en béton romain, donc un mélange de sable et de chaux, avec des adjonctions de quelques granulats. Et les granulats ajoutés dans le béton ne sont pas les mêmes ici et là. Donc non seulement la coupole a une épaisseur plus importante à la base et plus faible en hauteur, mais la composition du béton n'est pas la même ici et là. Dans la partie sommitale, on a ajouté comme ingrédient au béton, on a ajouté de la pouzzolane, c'est-à-dire de la pierre ponce, ce qui allège l'ensemble du matériau. Par ailleurs, le béton romain se comporte, si vous voulez, le béton romain se calcifie au fil du temps, et donc la coupole constitue ce que l'on appelle aujourd'hui une coupole concrète, concrète comme concrétion. C'est-à-dire que bien qu'elle ait été fabriquée, elle se comporte comme une coupole monolithe, ce qu'elle n'est pas bien sûr, mais elle se comporte comme une coupole monolithe. Et donc elle est particulièrement solide de ce fait, particulièrement résistante. On a par ailleurs ajouté des arcs de charge qu'on voit à l'extérieur, ici on le voit très bien à l'extérieur, ces arcs de charge qui viennent transformer la poussée latérale exercée par la coupole, la transformer en une poussée verticale qui va s'appuyer sur les piliers que j'évoquais il y a quelques instants.
Donc, une coupole, un véritable chef-d'œuvre d'architecture, construit il y a près de 2000 ans, et qui ne s'est jamais effondré, contrairement à Sainte-Sophie de Constantinople, et qui est donc en relativement bon état. Alors la coupole elle est recouverte d'un enduit pour l'étanchéité, bien sûr, mais elle était recouverte de tuiles en bronze doré. Et ces tuiles en bronze doré ont été pillées à plusieurs reprises au 7e siècle, à l'époque de l'empereur byzantin Constant II. On a prélevé une partie des tuiles en bronze doré, et puis au XVIIe siècle, à l'époque du pape Urbain VIII, on a prélevé le restant des tuiles en bronze doré que l'on a réutilisé pour fabriquer le baldaquin de la basilique Saint-Pierre. Le baldaquin en bronze réalisé par le Bernin dans la basilique Saint-Pierre a été réalisé avec les tuiles donc en bronze du Panthéon de Rome. Comment a évolué le bâtiment après la fin de l'Antiquité? Le 7e siècle est quand même important. Le 7e siècle, c'est donc l'empereur byzantin qui prélève, dans la deuxième moitié du 7e siècle, qui prélève une partie des tuiles en bronze doré. Mais dans la première moitié du 7e siècle, c'est l'époque de l'empereur Phocas, un autre empereur byzantin. Phocas a installé une colonne sur le forum. Eh bien, l'empereur Phocas donne le Panthéon au pape Boniface IV. Donc le Panthéon, qui était un temple public, est donné au pape, et celui-ci va convertir le Panthéon en une église. Elle devient l'église, enfin le Panthéon devient l'église Sainte-Marie des Martyrs. Alors, cette conversion en église, donc Sainte-Marie des Martyrs, parce qu'on va apporter des reliques à l'intérieur de l'église. Cette conversion en église, c'est doublement important. Premièrement, c'est vraiment la fin du monde antique, c'est vraiment la fin de la civilisation antique, puisque dans l'Antiquité, il n'était pas question d'apporter des corps morts, des débris de cadavres humains à l'intérieur de la ville. Il y avait un interdit absolu là-dessus. Voilà qu'il y a des reliques dans le Panthéon. Mais le Panthéon converti en église, l'église Sainte-Marie des Martyrs, va désormais être entretenu comme une église, ce qu'il est resté jusqu'à maintenant. Et il va donc ainsi pouvoir survivre, pouvoir supporter le passage du temps ayant changé d'affectation. Et la question qui s'est posée à plusieurs reprises, c'est de savoir si, en dehors des reliques, on pouvait déposer dans le Panthéon eh bien, des corps morts, c'est-à-dire y a-t-il des inhumations possibles dans le Panthéon? C'est un problème qui s'est posé tout au long de la vie du bâtiment, et il n'y a jamais eu de réponse fort claire à ce sujet. Parfois, la réponse a été oui. Le peintre Raphaël, par exemple, est enterré dans le Panthéon. Mais Raphaël, c'est peut-être un cas particulier. Et puis la question s'est posée de nouveau à la fin du XIXe siècle, lorsque Rome est devenue la capitale du royaume d'Italie. Il y a eu des tractations complexes entre l'État italien et la papauté sur la question de savoir justement si le Panthéon pouvait devenir une nécropole pour les rois d'Italie. Les rois d'Italie étaient à la recherche d'une nécropole. En fait, ils en avaient une à Turin, en tant que roi de Piémont-Sardaigne. Leurs ancêtres avaient même eu une nécropole en Savoie avec l'abbaye d'Hautecombe, mais avec la fondation du royaume d'Italie, peut-être qu'une nécropole à Rome pourrait être intéressante, et pourquoi pas le Panthéon. Et donc l'État italien et la papauté ont discuté de façon complexe et longue, et finalement un accord a été trouvé consistant à permettre l'inhumation des rois d'Italie dans le Panthéon. Et donc il y a le tombeau du premier roi d'Italie, Victor Emmanuel II, le tombeau du deuxième roi d'Italie, Humbert Ier, assassiné à la fin des années 1890. Et puis ensuite, on est entré au XXe siècle et tout est devenu compliqué, évidemment. Il y a deux rois d'Italie au XXe siècle, Victor Emmanuel III et Humbert II, mais ils meurent en fait, Victor Emmanuel III meurt au milieu du XXe siècle, Humbert II dans les années 1980. À cette époque-là, il n'y a plus de royaume d'Italie, donc pas question d'être enterré dans le Panthéon. Humbert II est enterré à Hautecombe, et Victor Emmanuel III, qui est mort à Alexandrie, je crois, ses restes ont fait l'objet de diverses tribulations, et il est maintenant enterré en Italie, je ne me souviens plus exactement à quel endroit, en tout cas pas dans le Panthéon de Rome. Et donc, voilà, nous avons visité ce monument et retracé les étapes de l'évolution de ce monument. Donc, à l'époque d'Urbain VIII et du Bernin, on prélève les tuiles
en bronze doré, mais on ajoute aussi des clochetons, donc, que l'on a supprimés en 1882. La photographie est antérieure à 1882, et donc ces clochetons ont été appelés par l'opinion publique à Rome. C'est que l'opinion publique à Rome se manifeste par des statues qui parlent, hein. C'est-à-dire que sur le socle de certaines statues apparaissent des petits billets, apparaissent des petits tracts qui, depuis le XVIIe siècle, hein, sont autant de critiques de la vie, de critiques de la politique aussi menée à Rome. La statue de Pascal, par exemple, près de la place Navone, est très célèbre. Et donc, les clochetons ajoutés par le Bernin ont été qualifiés par les pasquinades d'oreilles d'âne du Bernin. C'est aussi ces pasquinades qui ont fait du pape Urbain VIII de Barberini, qui en ont fait une sorte de barbare, hein, le papier disant ce que les barbares n'avaient pas fait autrefois, bien, le pape Barberini l'a fait, c'est-à-dire prélever les tuiles en bronze doré. Alors donc voilà, la promenade est terminée, et je voudrais proposer une conclusion consistant à dire que à Rome, de façon générale, mais au Champ de Mars plus particulièrement, on a vraiment la sensation que les monuments anciens, même quand ils ont disparu, comme le complexe de Pompée, a fortiori s'ils n'ont pas disparu, comme le Panthéon, ces monuments anciens sont parfaitement visibles, sont parfaitement repérables, et on peut se promener, c'est une suggestion que je vous fais, on peut se promener dans le Champ de Mars en essayant non pas de voir ce qu'on voit, mais en essayant de se promener dans la Rome antique. C'est possible, à l'air libre avec quelques monuments et éventuellement de façon souterraine avec quelques autres monuments. En somme, il y a une sorte de dialogue des siècles dans cette ville de Rome, et cela, bien sûr, n'est pas le moindre charme de la ville. Un dialogue des siècles que je voudrais souligner pour conclure en évoquant deux autres lieux du Champ de Mars, la place Navone, dont j'ai parlé tout à l'heure, et la fontaine de Trévi, dont je n'ai pas parlé, mais enfin, qui est un lieu touristique bien connu. Il y a un point commun entre la fontaine de Trévi et la place Navone. C'est qu'il y a de l'eau dans la fontaine de Trévi, bien entendu, et il y a de l'eau dans les fontaines de la place Navone. Ça, c'est le point commun. Mais il y a un point commun entre la fontaine de Trévi et la place Navone d'un côté, et le Panthéon d'un autre côté, c'est que le Panthéon, premier Panthéon, a été construit par Agrippa, et que l'eau qui arrive sur la place Navone ou à la fontaine de Trévi est acheminée par l'Aqua Virgo, par un aqueduc qui a été construit par Agrippa aussi. Donc, il y a là une sorte de télescopage intéressant qui, je pense, renforce l'agrément d'une promenade dans la ville de Rome et qui justifie pleinement, au fond, le qualificatif de ville éternelle que l'on donne à Rome habituellement. C'est une appellation qui est méritée. Notons que c'est une appellation qui est antique, en fait, hein, et qu'on peut donc reprendre à notre compte.